La radio de la communauté en direct de Chicago. Nous sommes aujourd'hui le jeudi au micro Gilles Lewis, invité de ce journal, un ami de la rédaction, Christian Noah Gombe. Nous parlons aujourd'hui des questions de sécurité dans ce journal, édition spéciale. Nous aurons en direct de Bukavu notre ami René Bagalois. Vous le connaissez déjà, hein, Christian? Oui, bonjour René, merci pour ton travail. Voilà. Bonne et heureuse année, comme c'est une nouvelle année aussi. Voilà. Voilà, donc nous parlons aujourd'hui du directeur général des régies des voies fluviales, maître Daniel Louaboshi, qui reste déterminé de redorer l'image des voies fluviales en RDC. Il l'a dit donc dans cette interview que vous suivrez dans quelques secondes. Alors Christian, avant d'écouter un extrait, puisque vous aurez en partie magazine la totalité de cette interview de notre ami René Bagalois, Christian, nous allons dans quelques instants, vous allez réagir là-dessus, hein, sur les conditions de voyage sur le fleuve Congo, qu'il s'agisse de la RDC ou du Congo-Brazzaville. Nous aurons également dans ce journal, Christian, la 9e journée de la grève des enseignants au Congo-Brazzaville. Une grève qui se poursuit au mépris, j'allais dire, au désintéressement, voulais-je dire, des autorités congolaises. Nous avons également cet accident qui a eu l'effondrement d'un bâtiment là-bas, d'un immeuble au Sénégal et qui a coûté la vie à 2 Congolais. Brazza News, d'où je tiens l'information, nous rapporte plusieurs blessés et même des gens jusqu'ici introuvables. La radio de la communauté, la suite de ce journal dans quelques instants. Ne quittez pas, chers amis. Alors, Christian, nous ouvrons le bal avec la navigation aérienne. Christian, nous avons... Fluvial. Fluvial, j'allais dire, excusez-moi, voilà. Alors, nous avons donc nous parlions du directeur de la navigation fluviale là-bas en RDC, à monsieur Daniel Louaboshi, hein, qui déplore les conditions de voyage, notamment de navigation, de pilotage des bateaux de certaines personnes ou de certains commandants qui ne connaissent même pas les règles élémentaires du pilotage. On va écouter un extrait de cet élément de notre ami René Bagalois depuis Bukavu. Passer par ici, ce sont des signaux qui lorsqu'il a fait, parce qu'avant de conduire le bateau, vous devez avoir fait une école qu'on appelle l'école de navigation. Lorsqu'il a fait une école de navigation, c'est une école où non seulement on l'apprend à conduire, mais également à lire les signaux, pour savoir ce signe ici me dit quoi, ce signe ici me dit quoi, afin de naviguer en toute sécurité. C'est ça notre travail en tant que régie de voies fluviales. Et c'est un travail que nous faisons et sur les lacs, et sur le fleuve, et également sur les grandes rivières. Les grandes rivières qu'on appelle dans notre langage, ici à la régie des voies fluviales, les rivières de première, deuxième et troisième catégorie. Ici, je parle de la rivière, pratiquement des grandes rivières telles que la rivière Kassai, la rivière Ubangi, la rivière Chwapa, la rivière Ruki. Ce sont des grandes rivières où le trafic est exagérément important. Nous nous occupons de cela. Et ainsi de suite. Donc, même si les lacs, nous faisons ce travail. Oui, le message, c'est d'abord de présenter nos conditions. Voilà, Christian. Est-ce que vous l'avez suivi, ce directeur qui parle des conditions de navigation? Alors, je sens qu'il a du retour chez vous là-bas, Christian. Il y a un petit bruit de fond, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un peu de vent qui souffle, c'est tout. Tout va bien. Je suis audible. Voilà, votre commentaire sur les conditions de navigation dans le fleuve, conditions de sécurité notamment, car vous êtes venu à ce journal parler justement des conditions de navigation sur le fleuve Congo que nous partageons avec nos voisins de la RDC. Des pilotes, des commandants non formés, des embarcations de fortune qui coûtent la vie chaque fois des Congolais. Vous connaissez l'histoire des balinières. Allez-y. Ok, déjà, félicitations parce qu'il s'exprime bien. Il a parlé de sécurité, la sécurité est l'affaire de tous, et il a commencé là par le commencement. Je vais résumer d'entrée, et je ne pourrai pas développer tous les points ici, mais d'entrée, je vais citer 10 points qui va résumer déjà cet élément. Il a commencé par le commencement 1, donc la navigabilité. Certificat de navigabilité. Numéro 2, numéro de châssis, numéro de série.
comme un véhicule. Numéro 3, le contrôle technique, donc selon sa périodicité. Numéro 4, la capitainerie. La capitainerie, ça veut dire l'équipage. Quel est l'équipage, le grade qui est choisi pour tel ou tel navire, pour tel ou tel bateau. Et dans la capitainerie, il y a le SWIFT, donc véhicule ou bien bâtiment, hein, un navire de remplacement. En termes marines, on parle souvent de bâtiment. Voilà, le bateau, vaisseau, vaisseau ou bien bâtiment, les termes qui sont acceptés pour désigner l'appareil, le bateau en fait, qui soit utilisé. 5, le bureau de piste. Donc il y a une administration auprès de laquelle on s'enregistre. L'équipage, quelle est la route, quel est l'itinéraire à suivre. Il y a le bosco, c'est comme le chef des marins, et il va déterminer la penderie, donc alimentaire, ce que les marins vont manger, et à différencier de l'économa. L'économa, c'est une nourriture mais qui sera stockée, et les réserves de route. Dans l'économa, les réserves alimentaires et les outils, etc., qui peuvent être utilisés en cas de détresse. Numéro 6, on a les documents de bord, la documentation que le commandant de bord présente à un point de départ comme à un point d'arrivée. Le numéro 7, il y a le titre professionnel, le niveau de qualification, quelle est la dernière école, voilà, de qualification, et du commandant de bord, du capitaine, et du bosco, le chef des marins, le chef des matelots, et les différents matelots, même s'ils sont utilisés comme ça. 8, il y a le stage. Lorsque c'est un stage, il faut une autorisation. 9, c'est le balisage. On va dans une route, ils sont éclairés, voilà. Il y a le balisage, il y a des signaux qu'on utilise. Et le 10, c'est la flotte. Il a parlé là de catégories. Il y a des différentes catégories. On utilise un code par rapport au poids du bateau. Et on utilise aussi, si possible, le poids du bateau avec un petit bateau de survie. Rescue boat. Donc le bateau qui sert à la survie au cas où le grand bateau est attaqué. Ça fait 10 points pour commencer. Alors Christian, rapidement, ça c'est ce qui est, je disais, c'est ce qui est écrit sur le papier, c'est la réglementation, mais la pratique quotidienne, c'est que des gens s'improvisent commandants de bord, ou comme on les appelle, s'improvisent matelots, se donnent des titres comme ça, foulant au pied les règles de la navigation, et ça coûte la vie à beaucoup de Congolais des deux rives. On l'a vu, hein, nous allons certainement vous proposer ces images dans quelques instants. Alors, Christian, c'est à vous. Donc, c'est une affaire d'État et il faudra améliorer plutôt que de condamner ceux qui sont intéressés par ces différents métiers des voies maritimes, régies, comme ils appellent au Congo démocratique, à savoir aussi que l'école de navigation entre les deux Congos est basée beaucoup plus à Kinshasa, du côté de la base navale de Ndolo. Ce sont des écoles, donc ceux qui sont intéressés par le métier, sortez de la clandestinité, à condition que l'État aussi respecte, que personne ne soit arrêté. On trace une ligne, tout le monde qui viendra se présenter, qui accepte un nouveau départ, la contrepartie, l'État Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa ne mettra pas en prison ceux qui acceptent de se conformer à la loi, malgré le casse-tête et la situation actuelle. Donc, je parle là d'un nouveau départ. Maintenant, Massoua, comme on dit en lingala, ou bien Ebede Zakilo. Donc, le poids est très important. Celui qui s'improvise commandant de bord, tant qu'il sait comment naviguer avec les contraintes et le poids, le tirant d'eau, le vent, etc., même s'il n'a pas de grandes études, on le met commandant en second. Commandant en second, nous avons vu Congo-Brazzaville jusqu'à Bangui ou Bangui-Chari, les zones difficiles, là où le balisage n'est pas accessible, on donne à un pêcheur marin qui guide tout un navire, le commandant de bord lui laisse à la barre. En tant que pêcheur marin clandestin, il a l'œil, il sait qu'à tel endroit, voilà, mais sortez de la clandestinité. Et pour sortir de cette question, ceux qui vont refaire les nouvelles qualifications, malheureusement, ils doivent accepter le grade de stagiaire et nous ferons appel cette fois-ci à la République sud-africaine. C'est elle qui a les certificats de navigabilité pour toute cette zone d'Afrique. Voilà. République sud-africaine, soyez les bienvenus à Kinshasa. Merci donc à vous, Christian, pour cet input d'un spécialiste sur la question
de navigation. Vous aurez dans cette partie magazine l'intégralité de cette interview de René Bagalois avec le responsable de la navigation fluviale là-bas en RDC. Alors, nous allons maintenant parler d'une histoire sombre qui a coûté la vie à 2 Congolais, une histoire que j'ai pu avoir sur Brazza News. Brazza News, j'allais dire, c'est l'effondrement d'un vieux bâtiment là-bas au Sénégal. Alors, ça se passe, donc je vais vous montrer voilà, ça se passe au Sénégal, hein, Christian, vous voyez. Est-ce que vous m'entendez, Christian? Fort et clair. Voilà. Alors, donc, je vous entends très bien. Et voilà. Ça se passe donc là-bas à Dakar, un immeuble qui s'effondre avec plusieurs Congolais à l'intérieur et 2 en sont morts. Je vais regarder le bilan. On nous parle de l'ambassadeur. Vous le connaissez, hein? Je ne sais pas si... Attendez, je vais regarder. Voilà. Donc, cet ambassadeur... Vous voyez, alors parlez-nous des conditions justement qui ont causé l'effondrement de ce bâtiment. En termes... un défaut de construction, déjà sur l'architecture, et l'architecture commence par l'étude des sols. Donc Dakar, la presqu'île de Dakar, avec un sol fragile, Le sol fragile de Dakar, c'est la tectonique. C'est le fait que ce soit une presqu'île, il subit des vents forts sur les flancs. Et lorsqu'on fait l'étude de sol, on implante sur plusieurs couches. On doit fixer les piliers et de respecter une certaine hauteur du bâtiment. Que dit le cadastre? Que dit l'étude du sol pour ce bâtiment? Il y a le diagnostic énergétique. Un bâtiment construit peut être trop lourd pour lui-même, soit il s'enfonce, soit il penche sur un côté, soit on n'a pas mis les obliques, on a mis des faisceaux, donc voilà un triangle isocèle, on a tel côté et la base, un peu de géométrie. Donc l'architecte qui a fait ce bâtiment, rapidement est convoqué de pouvoir s'expliquer le choix des matériaux. Est-ce que ce n'est pas dû à la vieillesse même du bâtiment? Bon, nous n'avons pas les... Le diagnostic du bâtiment nous permet une périodicité. La périodicité, c'est comme un extincteur. Chaque année, ou bien tous les 5 ans, ou bien après 10 ans, il est considéré comme obsolète. Donc, j'invite là, pour toute l'Afrique, pour déjà Dakar, le Sénégal, diagnostic sur le bâtiment, respecter la périodicité. Un inspecteur du cadastre, il n'a pas besoin de se déplacer. Il a un ABCD par zone, parce qu'il ne peut pas couvrir toute la ville. Chaque mairie d'arrondissement a un ABCD des bâtiments en construction. Les bâtiments qui ont 5 ans, les bâtiments qui ont 10 ans, les bâtiments qui ont atteint la limite de potentialité. Par exemple, sur 50 ans, tel bâtiment est jugé obsolète. On prévient des gens 5 ans en avance que vous serez obligé à telle date d'aller vivre ailleurs. Soit un accompagnement matériel et financier du gouvernement, c'est la responsabilité de l'État. On va pas aussi prendre quelqu'un, jeter sa valise dans la rue. Voilà, on accompagne afin de les reloger avant la date limite et le bulldozer passe raser simplement le bâtiment. Et la pratique, c'est qu'en Afrique, on ne respecte pas toutes ces règles-là. Je sais qu'il s'agit du Sénégal, j'allais dire un pays plus organisé, du Sénégal, un pays plus organisé que le Congo, mais en règle générale, en Afrique, quand on a construit, c'est pour l'éternité, peut-être. En règle générale, oui, mais le Sénégal, le pays de Cheikh Anta Diop, quand même, respectons-nous. Je parle là en tant que fils d'Afrique, donc respectons-nous. Cheikh Anta Diop, voilà, et d'autres, les Léopold Sédar Senghor. Au Sénégal encore, il y a cette possibilité de pouvoir parler. Il y a des pays africains que c'est la matraque, c'est le bâton directement. Les Sénégalais qui ont encore cette facilité de pouvoir parler, aller envers les populations, tel bâtiment n'est plus habitable, vous avez un certain temps, il faudra aller vivre ailleurs. Maintenant, c'est là qu'intervient la partie financière. Le Sénégal aussi n'est pas le plus pauvre. On a découvert du pétrole au large de Dakar. Voilà tout ce qu'il y a comme la ville de Dakar en intérêts internationaux, etc. Il y a beaucoup d'argent.
il y a beaucoup d'argent. On a vu, voilà, le développement économique s'est invité seul, les Ndjoumenjen, les zones économiques spéciales, le RER, le train régional express de Dakar au Sénégal. Ce n'est pas impossible lorsque c'est préprogrammé à telle date, telle zone est décidée qu'elle n'est plus habitable. Les populations sont invitées à aller vivre ailleurs avec, j'insiste, avec l'appui financier du gouvernement. Félicitations au Sénégal, malgré ses problèmes internes, n'est pas passé dans les guerres civiles. Voilà, à vous. La radio de la communauté, dans quelques instants, la suite de ce journal invité, Christian Noah Gombe. Nous parlons aujourd'hui des conditions de sécurité dans les immeubles, mais aussi sur le fleuve. Et nous terminons ce journal, Christian. Nous allons terminer ce journal par une grève des enseignants, une grève qui paralyse l'enseignement congolais. Nous avons donc les appelés volontaires de l'enseignement et autres, hein, ces appelés volontaires qui réclament leur intégration à la fonction publique, mais aussi d'autres avantages dus à leur rang justement dans cette fonction publique, dans le système, j'allais dire, éducatif congolais. Mais tous ces appels sont comme tombés dans les oreilles de sourds. Hein. Je disais, je ne sais pas si vous m'avez suivi, Christian, que voilà, les appels de ces enseignants volontaires sont tombés comme dans les oreilles des sourds. Les gouvernants ne veulent absolument rien entendre. C'est déplorable. Nous allons suivre, Christian, le point de la 9e journée de cette grève qui paralyse l'enseignement congolais. Alors nous avons quelques soucis avec cette bande, voilà. Merci. Je pense bien que depuis le début, certainement, nous n'avons pas été ensemble avec le FISINEC, mais après analyse de la situation, on s'était rendu compte que le combat mené par le FISINEC par rapport aux points soulignés en matière de pédagogie au niveau de notre pays. Alors, nous avons quelques soucis. Même combat que les enseignants communautaires sont en train de mener. Nous avons eu l'idée de fusionner les forces, d'unifier les idées. Et au stade actuel, en ce qui concerne le bilan de la grève, puisque, on le dit, le vin est tiré, il faut le boire, la grève est effective, même si elle n'est pas certainement suivie à 100%, mais on peut noter qu'il y a une partie qui est purement pénalisée, à l'instar par exemple des écoles comme Campo Olilou, où même nous avons le directeur départemental, les cours ne se font pas, ou ne se font plus normalement. Et en dehors de Campo Olilou, nous avons l'autre établissement, comme Bernadette Bayonne. Et aujourd'hui, suite à l'explication, à force d'expliquer, tout le monde est en train de comprendre que c'est une situation que nous devons prendre à bras le corps. Et donc, jusque-là, nos motivations ne s'articulent pas du fait que la situation puisse prendre une ampleur irréparable. Et nos motivations, c'est que le système éducatif, que notre mission qui est l'enseignement, puisse nous revenir tout en nous acceptant, tout en ouvrant le chemin ou la voie au dialogue. Mais aussi longtemps que les portes resteront fermées, on se demandera où est-ce qu'on va s'arrêter avec le système éducatif. D'où nous ne cessons de persuader ou encore d'exhorter le ministère des tutelles pour recevoir ces enseignants qui sont en train de crier haut et fort, qui sont en difficulté, qui sont dans la difficulté de se faire intégrer. Aussi nous notons ces enseignants qui n'ont même plus la possibilité de se déplacer. Parce que là, la preuve palpable pour nous, c'est que la petite bourse qui nous a été promise par le gouvernement, jusque-là, nous sommes aujourd'hui rentrés au 5e mois
Donc, on se pose la question, est-ce que nous sommes pour la patrie? Est-ce que nous sommes pour nos enfants qui sont en train de payer le prix dans les enseignements? Ou bien nous sommes là pour éradiquer ou encore pour résoudre le problème? Alors Christian, est-ce que vous pouvez l'entendre là? Oui, je l'entends très bien, je l'entends très bien. Des gens qui réfléchissent pour, disons, mettre en cause le système éducatif. Nous sommes un groupe de gens, un groupe des enseignants qui réfléchissent effectivement pour que le système éducatif puisse reprendre son état initial. D'où nous ne cessons d'exhorter toutes les forces vives de la nation de se mettre autour d'une table, de nous inviter pour que enfin nous puissions trouver une solution idoine. Mais nous pensons bien que le temps est accordé aux autorités. Je pense que le contraire ne sera pas fait. Et nous avons la ferme conviction que dans un bref délai, nous pouvons rester autour d'une table. Nous déplorons un fait aussi que nous allons essayer de profiter, de partager. Vous voyez, c'est comme si on a comme l'impression que, surtout pour les enseignants communautaires, on revient au temps de la traite négrière, où on forçait les gens, où il y avait en fait les travaux forcés. On ne peut pas forcer un enseignant de travailler du moment où le Dieu qui nous permettrait de survivre ne passe pas et nous sommes à beaucoup de mois. Donc, moi je pense bien que la solution qui serait trouvée à ce sujet, c'est de trouver autour d'une table, essayer de discuter et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions s'en passer de cette situation. Malheureusement, certains chefs d'établissement procèdent par des intimidations, procèdent par le retrait des emplois aux enseignants. Je pense bien que, à notre avis ou à mon avis, ce n'est pas une bonne démarche à suivre. Au contraire, cette démarche, nous pouvons la qualifier, c'est de mettre de l'huile au feu. Parce que ce que nous sommes en train de réclamer est purement rationnel. C'est sur la bonne voie et ça a une raison d'être. Donc, voilà, c'était donc là le président, l'un des responsables de l'intersyndicale des enseignants congolais donc, qui revendiquent leurs droits de fonctionnaires, droits qui leur permettraient de vivre décemment. Christian Noah Gombe donc est avec moi sur le plateau. Vous avez Congolais de l'étranger qui a requis l'anonyme. Ma réaction. Qui a suivi attendez, voilà Christian, vous avez suivi ce responsable de l'intersyndicale. Il y a là beaucoup de problèmes de bourse, 5 mois impayés, problème de grève suivi presque à 100% et donc qui enfonce les Congolais dans l'ignorance, dans l'obscurantisme, car toutes ces écoles étant fermées, eh bien le niveau ne fait que diminuer. Par quel bout voulez-vous commencer la chose, Christian Noah Gombe? Numéro 1, très respectueusement, donc j'en appelle à la responsabilité du chef de l'État. Congo-Brazzaville, malheureusement, l'hyper-présidentialité et la moindre chose qui bouge nous ramène vers le chef de l'État, une forme de verticalité, d'accord, mais ce sont les mêmes problèmes, ça fait 60 ans, ça fait 50 ans, je sais plus, ou bien depuis que, voilà, donc j'en appelle au chef de l'État sa responsabilité et à ce qu'on appelle le rapport armée-nation, nation-armée. Les gens me poseront la question, qu'est-ce que l'armée vient faire dans ce sujet? Oui, le militaire, il est avant tout d'abord un citoyen, c'est d'abord un être humain. Donc, tout le monde qui est au niveau de capitaine de l'armée, de la police, de la gendarmerie, il vient en civil. S'ils ne sont pas en sécurité, il a son arme de poing qu'il garde dans sa housse au niveau de la ceinture. On ne va pas aussi l'agresser. À partir de capitaine, vous venez pointer au moins 2 heures au lycée Chaminade, Gampo, Lilo, à la Tchémé, École Fleuve Congo ou bien quoi, le contact armée-nation. Nous avons par exemple le capitaine de police de telle section, c'est lui qui va nous présenter le cours par exemple s'il est qualifié dans telle ou telle matière. Et les élèves savent que tel cours sera présenté par un capitaine de la police ou de la gendarmerie ou de l'armée, quel que soit le corps d'armée. Maintenant, le capitaine, en tant que citoyen congolais, il regagne l'amour de la nation et la nation regagne l'amour de l'armée. Armée-nation. Ce rapport est très important. Je m'explique encore. Lorsque un capitaine soit affecté à faire quelques heures au niveau de ses établissements,
qui sont déjà en cours de fermeture, en cours de dégradation du point de vue de leur fonctionnement, je pense que la parole d'un capitaine venant d'un différent corps d'armée à sa hiérarchie va dire que oui, assister ces personnes parce que la base, le fondement, c'est dans la famille, c'est dans la formation, c'est dans l'éducation. Manquer l'éducation, annuler l'éducation, c'est détruire tout un pays. Comme il y a cette hyper-présidentialité, c'est par la voie hiérarchique, rendez compte au chef de l'État que plus rien ne marche dans ce pays. Mais là, c'est une autre question qui devient la question politique. Nous ne sommes pas là pour parler politique aujourd'hui, on va parler sécurité. Donc le rapport armée-nation, l'armée peut être appelée en contribution pour des catastrophes, pour le secourisme, pour les pandémies, pour les endémies, pour voilà, l'armée est dans ses droits à un certain niveau de compétence de pouvoir intervenir. Prenez mon idée, à partir du grade de capitaine, intégrez-les dans, dans l'emploi du temps. Alors, Christian Noiragombe, je vous propose maintenant d'écouter la réaction d'un Congolais de l'étranger qui a requis l'anonymat. Ma réaction, a priori, par rapport à la grève des enseignants volontaires, c'est bien entendu de féliciter d'abord ses collègues qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, pour de très maigres salaires, qui sont en plus irréguliers. Et là, évidemment, ils revendiquent leur statut qui n'est pas clair. Pourquoi on ne les recrute pas? Par rapport à tout le travail qu'ils sont en train d'abattre, moi je pense que l'État leur doit évidemment ce recrutement à la fonction publique pour qu'ils puissent rentrer dans leurs droits. Déjà, ils n'ont pas grand-chose. La dernière fois, je regardais l'inauguration de l'école de Siafoumou. Tout ce qu'on offre à un enseignant, c'est un tableau noir plus de la craie. Mais nous sommes tout de même au 21e siècle. Donc, on ne parle pas encore de ces conditions-là. Et en plus, on ne peut même pas les payer correctement. C'est vraiment de l'injustice. Et moi, je soutiens ce mouvement de grève. Je soutiens mes collègues enseignants. Et j'espère que le Premier ministre, M. Colline Makosso, pourra avoir une oreille attentive à leurs revendications qui sont parfaitement légitimes. Parlons simplement des conditions de travail. Moi, je suis prof de lycée ici. Mais pour commencer, ma salle de classe, elle est climatisée, avec des tables que je peux mouvoir dans tous les sens selon la leçon, selon l'organisation de ma classe, selon la stratégie du jour. Tous mes enfants ont des laptops. Moi-même, j'ai un ordinateur, j'ai un projecteur. Tout ce matériel-là, il est nécessaire pour un enseignant pour délivrer justement des leçons optimales qui puissent être effectives pour nos élèves. Mais mes collègues au Congo n'ont rien de tout cela. Je ne parle même pas de ceux qui sont dans les zones rurales. Mais là-bas, on n'y envoie même plus d'enseignants. Ce sont des volontaires qui savent à peine lire et écrire, qui s'improvisent comme enseignants pour essayer de donner un tant soit peu quelques bribes d'enseignement à ces petits enfants, à ces gamins qui sont dans les villages et dans les zones rurales. Que dirions-nous alors de toutes ces zones de la partie septentrionale avec toutes les pluies, les inondations? Combien de temps ils vont rester sans enseignement? Je ne parle pas de ceux du Poul. Nous sommes effectivement dans un contexte catastrophique en ce moment. Il faut dire que le pays va vraiment à volo, et ça, ce sont des signes qui montrent qu'effectivement, le pouvoir de Brazzaville est à bout de souffle. Okay? Arrivé évidemment par un putsch, Sassou aujourd'hui se barricade tout simplement. Parce qu'il s'est rendu compte, 20 ans plus tard, qu'il ne peut régler aucun problème, qu'il ne peut résoudre aucune des thématiques qui se posent dans la société congolaise, aucune des thématiques politiques. Et donc,
il laisse les choses aller à volo. C'est la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Pourtant, je pense que le Premier ministre a eu une bonne initiative en initiant les états généraux de l'enseignement, mais là encore, je viens de regarder le compte rendu, mais ça a accouché d'une souris. La seule réforme qu'ils veulent mettre en avant, c'est la suppression du CEP. Mais la suppression du CEP, c'est une aberration pour nous, les professionnels de l'éducation, parce que le CEP, ce n'est pas parce que c'est mal organisé, que c'est devenu un nid de corruption, que c'est une mauvaise chose. Non. Le CEP a pour but de donner l'occasion au ministère d'évaluer les connaissances des élèves du primaire avant leur entrée en 6e. Donc, si vous supprimez le CEP, et comme le gouvernement ou le ministère n'aura pas un autre examen, je ne le vois pas en train d'en organiser un, ça veut dire que l'enfant partira désormais du CEP jusqu'au moins au BPC, puisqu'il est question de supprimer le BPC aussi. Alors l'enfant ira jusqu'en terminale sans que le ministère ne puisse avoir de data ou d'informations, de statistiques, de données pour pouvoir façonner une politique adéquate, idoine, pour corriger justement les manquements des élèves au niveau primaire, au niveau secondaire, avant leur entrée justement à l'université. Vous pensez que ces militaires vont intervenir pour faire barrage à la grève? Je ne perçois pas en filigrane ce que vous voulez insinuer. Non, intégrer dans l'emploi du temps. Le cours, tel cours, par exemple, un niveau 5, un niveau 3, ils ont étudié. Nous avons des Saint-Syriens. Hein. Gombe, nous avons des... Gombe, il ne se pose pas un problème d'effectif, mais il se pose un problème de comment traiter ces enseignants, comment les traiter décemment. C'est des enseignants qu'on appelle désormais communautaires, qu'on appelle désormais volontaires, et qui assument les mêmes tâches que les titulaires qui, eux, perçoivent des salaires et des avantages liés à tout ce que vous connaissez. Ils ne revendiquent que le Congo n'a pas de problème de cadre, notamment, mais le Congo a un problème de l'utilisation efficiente, de trouver des moyens pour accompagner le travail de ces cadres, les efforts, les sacrifices, j'allais dire, parce que vous avez 5 mois de salaire, sans salaire, c'est grave. Et vous demandez à un enseignant d'aller travailler comment? Va-t-il se rendre à Gampo, au Lilou, à pied, partant de je sais pas quel quartier? Par exemple, du plateau des 15 Intégré, oui, oui, voilà. Je comprends. C'est celui-là le problème. Oui. Ok. Intégrer, bon, j'ai pris le grade de capitaine, j'ai mis la barre suffisamment haut. Intégrer des militaires dans les emplois du temps, qu'ils viennent au contact, l'enseignant titulaire est là, tel militaire est choisi pour cette mission. Par un rapport, le militaire va savoir que la difficulté, je parle du rapport armée-nation, s'il faut un véhicule, le génie civil, le génie militaire, on mettra à la disposition un bus de l'armée, force armée congolaise, de faire du ramassage de ces enseignants. Au lieu de marcher à pied une dizaine de kilomètres, ils s'assoient dans le véhicule de l'armée, par exemple l'armée de terre, force armée congolaise, le gasoil est payé par l'État, et il va émarger. Le capitaine, moi j'ai fait 3 heures, l'enseignant titulaire a fait 3 heures, on vous fait un bon du trésor public, on a mis une mention, que ça soit perçu assez rapidement. Même si c'est 10 000 francs, quand c'est perçu à temps, le panier de la ménagère, et tu ne payes pas le transport, tu te présentes à l'arrêt de bus qui est proche de ton domicile, un capitaine de l'armée, c'est un citoyen comme toi. Écoute, ça c'est la Roumanie de chez Cescou. Ça c'est la Roumanie. Christian, oui. Parle moins fort car ton micro. Excusez-moi. Voilà, je disais ton micro a trop d'écho et ça va me faire éclater les tympans. Alors, excusez-moi. Voilà, voilà. Donc je disais, ça c'est comment dirais-je, c'est en partie la résolution du problème. Hein. C'est-à-dire que oui, moi je persiste et je signe. Mais persiste. Bon, le militaire, le jour qu'il n'est pas en caserne, il vient en appui. C'est vrai, on le fait, ils le font partout. Vous l'avez souligné. Mais comment
à long terme, il faut régler ce problème? Est-ce que vous avez besoin de continuer à former des gens, de les utiliser et de refuser systématiquement de les payer? C'est le problème qui se pose au Congo. Ils les forment. Vous savez que il n'y a pas de notion de statistique dans ce pays. Hein. On forme pour former parce qu'il faut, il faut les former, il faut laisser les écoles ouvertes. On ne sait pas combien d'enseignants nous devons utiliser ou nous devrions utiliser. On s'aperçoit qu'on en a peut-être un peu trop. Encore que dans le cas du Congo, il en manque de façon criarde. Alors, est-ce que comment nous pouvons à long terme régler ce problème? Est-ce qu'on va continuer à amasser les promotions quand nous savons que les toutes premières n'ont pas été utilisées à bon escient, que le traitement de ces premières est un traitement, j'allais dire, je le disais avec ma FIBA l'autre jour, dégradant. Vous ne pouvez pas utiliser la force de travail d'un individu sans en contrepartie la rémunérer. Toute force de travail doit avoir une contrepartie. Alors si vous me demandez d'aller travailler, je dépense mon énergie pour mon café le matin, mon repas, mon transport, parce qu'il faut donner à l'enseignant des conditions, sauf si vous dites, bon, l'État va maintenant acheter des bus pour eux, mais il ne faut pas rêver, hein, ils ne le feront pas. Ils le feront pour les militaires, pour les raisons que vous pouvez imaginer. Alors, mais si vous me demandez d'aller transmettre du savoir aux enfants, vous avez relevé l'importance du savoir vous-même, vous me demandez de le faire. Alors, il faut que je me déplace, il faut que je prenne mon café, mon déjeuner, et il faut bien que je m'occupe de ma famille, que je me fasse soigner. Comment pourrais-je le faire? Dois-je... bon, voilà, je voudrais que vous puissiez regarder tous ces aspects. Comment, à long terme, les gouvernants congolais vont comprendre que de la même manière que eux vivent décemment dans les bureaux climatisés, avec tout ce que vous savez, la gratuité de l'eau, de l'électricité, peut-être même du boire, du manger, parce qu'ils n'achètent pratiquement rien. Pourquoi allez-vous demander en tant qu'humain, car tous nous sommes égaux sur cette terre, vous comprenez? Pourquoi vous allez demander à des gens d'exercer gratuitement, sans les payer, et pendant que vous qui êtes assis dans des bureaux climatisés, vous percevez des salaires que peut-être vous ne méritez pas, car nous savons, on a relevé que beaucoup de ministres se plaisent dans des voyages de luxe et autres, dans ce que vous pouvez imaginer dans les quartiers de Brazzaville. Mais ce dont le but, le rôle, parce que ce sont les gouvernants congolais qui ne comprennent pas le rôle de l'enseignant, parce qu'on a relevé que M. Denis Sassou Nguesso lui-même n'a pas le cœur à l'éducation. C'est parce que ces gens ont une vue étriquée, même de l'éducation. Pour eux, c'est ici et maintenant. Comment vendre du pétrole pour avoir un peu d'argent, régler des questions ponctuelles. Alors, en face de ce genre d'individus, de gouvernants, qui ne comprennent pas que celle-là, c'est la pépinière. Encore que la couche qui perçoit les salaires maintenant, les enseignants dont on vous parle, cette couche-là est une couche vieille. Elle ne rend plus dans une large mesure. Vous les voyez dans des bureaux. Hein. Ils sont dans les ministères, directeurs de ceci, directeurs de cabinet, conseillers par-ci, par-là. Mais les plus nombreux sont ceux-là qui revendiquent cette intégration. N'est-ce pas une manière pour eux de tuer l'éducation en le faisant? C'est à vous. La réponse est oui. Donc, il n'y a pas saturation au niveau du nombre d'enseignants, mais ils sont mal synchronisés parce que il y a des entrants, il y a des sortants, donc ils sont admis à la retraite. Il y a la nouvelle version d'enseignants communautaires qui travaillent un nombre d'heures, un volume horaire qui est trop fort, qui est trop important comme volume horaire, mais qui ne sont pas accompagnés par des moyens matériels et financiers. J'ai parlé du transport. Donc déjà, school bus, un bus de ramassage scolaire, un bus de ramassage professionnel, la carte professionnelle qui donne droit à certains avantages, les équipements, mettre une photocopieuse, mettre une imprimante au niveau de ces écoles, de ces universités, etc. Les mesures de base et urgentes qui accompagnent l'enseignant déjà de ne pas disparaître. Et moi, j'ai mis la barre très haute à appeler l'armée en renfort, c'est pas interdit. J'ai vu en Espagne un hiver surprise, l'aéroport de Madrid est débordé. 10 000 militaires sont mis à contribution. Personne ne bouge pendant 30 jours tant que le problème n'est pas résolu. Et voilà, faites de l'armée une armée de métier. Pourquoi pas
cet amour-là, ramener le rapport armée-nation, nation-armée. Si l'armée ne sert à rien, le peuple ne sert à rien, le peuple ne sert à rien, l'armée ne sert à rien, c'est un pays qui est appelé à disparaître. J'ai parlé plusieurs fois de la somalisation du Congo, et nous y sommes. Maintenant, on sait comment s'en sortir avec moins de dégâts. Donc, voilà. Voilà, c'est donc la fin. Voilà la fin de ce journal édition spéciale. Nous parlions aujourd'hui des conditions de navigation en RDC. Vous aurez dans quelques instants l'intégralité de cette interview accordée par le directeur de la navigation de la RDC à notre correspondant René Bagalois sur les conditions de sécurité sur le fleuve Congo. Avec toutes ces conséquences, bien sûr, Ngombe a essayé de relever tout cela. Nous avons également parlé de l'effondrement d'un immeuble qui a coûté la vie à 2 Congolais et d'autres, certainement victimes, sont sous les décombres. C'est bien regrettable. Vous avez eu également le point de vue technique de M. Ngombe sur la vétusté, non seulement la vétusté du bâtiment, mais les conditions d'implantation, le sol et tous les paramètres qui permettent de rassurer, de se rassurer que le bâtiment ne va pas s'effondrer. Nous venons là de terminer ce journal sur la condition enseignante. Il faut le dire, les gouvernants congolais se moquent des enseignants et ils ne comprennent pas que c'est le travail le plus important. Former, avoir un peuple lettré est une mine d'or pour chaque pays. Et c'est ainsi que, vous voyez, les autres autour de nous progressent plus facilement car ils ont compris que l'éducation, c'est le chemin d'avenir, comme le disait l'autre sur cette chaîne. Je vous retrouve demain dans un autre journal de la communauté. Moi, c'est Gilles Lewis. À bientôt. Nous avons retrouvé la régie dans une situation un peu trop difficile. Presque tous les bâtiments en délabrement très avancé, les agents mal payés, les bureaux non équipés. Bref, le travail n'était pas fait tel que l'État congolais l'attendait de la régie. Et nous nous sommes mis au travail. Vous le voyez, vous êtes ici, vous pouvez voir même dehors, nous sommes mis au travail pour d'abord, tant soit peu, essayer dans la réhabilitation du bâtiment. Voilà comment on a peint dehors. Aujourd'hui, ça donne quand même. Dans la normalisation des conditions de travail des agents, et c'est là en faisant des processus pour que l'enveloppe salariale des agents puisse être relevée par l'État congolais qui est notre État propriétaire. La participation de l'entreprise à la rentrée scolaire par rapport aux agents. Nous avons essayé un peu d'appuyer nos agents avec quelque chose comme un $50 pour achat des cahiers, fois 1500 personnes, vous voyez ce que ça donne. Nous avons d'ici, il y a quelques jours, le 31, nous avons participé aussi à l'achat de vivres pour les agents. Nous avons, lors de la session budgétaire, nous avons effectué beaucoup de démarches auprès de l'autorité budgétaire pour qu'il y ait quelque chose au profit de la régie. Dieu merci, on a pu décrocher un petit rien pour la réhabilitation de nos bâtiments que vous voyez ici. On a pu décrocher un petit rien pour l'investissement, pour le balisage. Donc on est dans les démarches. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une mission officielle en dehors du pays pour échanger avec les partenaires afin de voir comment ils peuvent appuyer la régie dans le cadre d'augmenter sa capacité de travail. D'ici 1 ou 2 semaines, il y a dans le cadre du projet PANAV avec l'Union européenne,
On nous a laissé en 2018, on nous a laissé des bateaux baliseurs non achevés. L'un à Kindu, à côté de chez moi au Sud Kivu, l'autre à Kongolo, encore à côté de chez moi au Sud Kivu, comme vous connaissez. Ce sont deux bateaux qui ont été laissés depuis 2018. Mais Dieu merci, avec les efforts que nous avons faits, avec les autorités du pays, avec l'appui du chef de l'État, nous venons de décrocher un petit financement pour la finition de ces bateaux. D'ailleurs, je souhaiterais que les jours que nous allons le finir, je souhaiterais que votre télévision, comme elle s'est déplacée vers Kinshasa, qu'elle se déplace aussi vers Kindu et Kongolo, voir le travail que nous sommes en train de faire. Bref, nous avons des innovations. Et la régie nécessite beaucoup d'innovations, tant sur le plan humain, sur le plan matériel et même sur le plan légal. Imaginez-vous que nous, actuellement, même la petite taxe que nous avons, c'est une taxe instituée en 1972. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Imaginez-vous, ça fait combien d'années? Le coût de la vie a changé, le coût de la vie a augmenté, mais ça n'a pas évolué. Donc il y a aussi utilité que nous puissions faire une certaine innovation juridique, légale, pour adapter la régie à la vie actuelle, à la nouvelle technologie, et ainsi de suite. Donc il y a des choses que nous sommes en train de faire. C'est vrai qu'on est... Dans la lutte contre le naufrage, je l'avais précisé lorsque j'ai quitté Bukavu. Je me rappelle lors de mon dernier entretien avec son Excellence Monsieur le Gouverneur ici Kivu, j'avais dit que j'allais lutter pour limiter sensiblement les naufrages dus aux conditions de navigation. Alors, cela c'est pour vous dire ceci, il faut apporter une précision que nous, comme Régie des voies fluviales, notre travail, il est précisé dans le décret portant notre création. Nous sommes chargés de l'aménagement et de l'entretien des voies de navigation intérieures. Cela signifie clairement que nous ne sommes pas chargés de réguler les conditions de voyage, ni sur le lac, ni sur le fleuve. Ceux qui sont chargés de réguler les conditions, la sécurité lacustre, la sécurité fluviale, ce sont ces fonctionnaires publics qu'on appelle communément les commissaires fluviaux lorsqu'on est ici à Kinshasa, ou les commissaires lacustres lorsqu'on se retrouve au Sud Kivu, au Nord Kivu, là où il y a les lacs. Ce sont ces gens-là qui doivent regarder si les bateaux remplissent les conditions du voyage, si le chargement a été respecté, si les aires de décollage ont été respectées, et ainsi de suite. Nous, notre travail, c'est seulement nous rassurer que la voie qui sera empruntée par le capitaine ou par l'armateur, par les bateaux, la voie est balisée, la voie est propre, la voie est navigable. C'est ce que vous voyez lorsque nous sommes, comme vous êtes à côté ici, à côté du fleuve, vous voyez ici il y a des signaux. Nous plaçons des signaux par-ci, par-là, parce que la route maritime n'est pas comme la route terrestre. La route maritime change de destination chaque fois qu'il y a mouvement des eaux. Comme il y a eu montée des eaux, il est nécessairement que le sable s'est déplacé. Bientôt, d'ici la fin du mois de février, nous allons faire le balisage pour retracer la route, démontrer la route. Lorsqu'on est au site Kivu, chez nous, qu'est-ce que vous constatez? Il y a des fois que vous constatez, lorsque vous allez du côté de la botte, entre la botte, lorsque vous quittez la botte, vous voulez aller à Goma, il y a un bouée flottant. Quelque chose qui indique au capitaine qu'ici, le relief n'est pas propre. Ça signifie qu'il y a trop de pierres sous le sol et des pierres qui sont montées. Au point que si vous passez là-bas, vous pouvez cogner la pierre là-bas. C'est pour cela qu'on a placé, regardez au niveau de là où on appelle comme le Nyamoma, on a placé un bouée flottant. Même à un moment donné, on vient de placer notre bouée au niveau de Ibinja, entre Birava et Ibinja, pour indiquer au capitaine, ne passez pas. Si vous allez passer, passez à 50 mètres loin d'ici, pour éviter que vous puissiez vous cogner. Et il y a un temps, je crois, au site Kivu, vous avez vu qu'il y avait des signaux de rive, des planches peintes en blanc, par-ci, par-là, placées sur les arbres, entre Bukavu et Goma, c'était au niveau de Birava, c'était au niveau de Didjui jusqu'à Goma. C'était pour indiquer au capitaine qui conduit le bateau, écoutez, passez par ici. Ce sont des signaux qui lorsqu'il a fait, parce qu'avant de conduire le bateau, vous devez avoir fait une école qu'on appelle l'école de navigation. Lorsqu'il a fait une école de navigation, c'est une école où non seulement on l'apprend à conduire, mais également à lire les signaux.
pour savoir ce signe ici me dit quoi, ce signe ici me dit quoi, afin de naviguer en toute sécurité. C'est ça notre travail en tant que régie de voies fluviales. Et c'est là, c'est un travail que nous faisons et sur les lacs, et sur le fleuve, et également sur les grandes rivières. Les grandes rivières qu'on appelle dans notre langage, ici, à la régie des voies fluviales, les rivières de première, deuxième et troisième catégorie. Ici, je parle de la rivière, particulièrement des grandes rivières telles que la rivière Kassai, la rivière Ubangi, la rivière Chwapa, la rivière Ruki. Ce sont des grandes rivières où le trafic est exagérément important. Nous nous occupons de cela. Et ainsi de suite. Donc, même si les lacs, nous faisons ce travail. Oui, le message, c'est d'abord de présenter nos condoléances à notre province du Sud Kivu qui a perdu des vaillants hommes et des vaillantes femmes. Présenter aussi nos condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées. Également, demander à l'État congolais de pouvoir vraiment tirer les conséquences de sa responsabilité. Parce que l'État congolais en matière de navigation, comme je l'ai dit, est représenté par les commissariats maritimes, la direction de la marine ici au niveau de Kinshasa. Et ces gens-là doivent nécessairement tout faire pour se rassurer que les conditions de navigation ont été respectées. Mais également, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la plupart des conducteurs, lorsque nous parlons du Sud Kivu, ceux qui conduisent les pirogues motorisées communément appelées boats, ceux qui conduisent les barges, ceux qui conduisent même certains bateaux, vous allez voir que ce sont des gens qui ne savent que conduire, qui ne savent que prendre la gouvernail. Ils ne savent pas leurs responsabilités. Ils n'ont jamais passé à l'école de navigation. Ils n'ont jamais suivi une quelconque formation. Ils ne connaissent rien. Ils ne savent même interpréter l'album de navigation, savoir où est la route maritime, ils ne connaissent pas. Quelle est ma responsabilité en tant que commandant? Parce que dans notre terme, dans nos jargon, nous les appelons des commandants. Il est le Dieu dans son embarcation. Après Dieu le Père au ciel, c'est lui. Mais qu'est-ce que vous constatez, chers journalistes? Vous allez faire des investigations à Bukavu, aller à Bukavu, mais ce n'est pas le commandant qui est le Dieu du bateau ou du boat, de la pirogue. C'est plutôt le patron, le propriétaire. Or, le propriétaire, lui, il est toujours à la recherche de l'argent. Tant qu'il y a de la marchandise, lui demande à son capitaine, vous prenez seulement la marchandise. Ce qui signifie qu'il ne connaît pas le tonnage de son embarcation. Il n'a même pas de lampes luminées pour le conduire la nuit. Conséquence, la nuit, non seulement il est surchargé, mais aussi il navigue à vue. Il ne connaît pas où est-ce qu'il va. Au point qu'il peut facilement cogner une îlot, il peut cogner un arbre, il peut cogner un autre bateau, il peut cogner une autre pirogue, parce qu'il n'a pas, en principe, dans notre loi congolaise, vous regardez ici, vous avez le texte à côté de moi, c'est interdit à toute embarcation qui n'a pas de feu de signalisation de naviguer la nuit. C'est comme ça que ici, chez nous, au niveau de l'Ouest, à 18 h, la navigation s'arrête. Pour les embarcations qui n'ont pas de signaux lumineux. Mais ça devrait être la même chose, et sur le lac Kivu, et sur le lac Tanganyika, partout. Parce que la plupart des embarcations n'ont pas de signaux. Or, si vous n'avez pas de signaux la nuit, comment vous allez naviguer? Ça devient compliqué. On devrait laisser que des gros bateaux naviguer, parce que lorsque vous regardez, il y a des projecteurs pour le montrer là où il va, pour voir si l'ensemble de la route, mais les autres n'en ont pas. Et la conséquence, c'est qu'on tue des gens, ce sont des vies humaines que nous perdons, ce sont des marchandises, ce sont des économies de toute une famille qui disparaissent par la négligence, non seulement de l'État congolais, qui doit sanctionner cela, mais également par la négligence de ces soi-disant, non, je n'ai pas de soi-disant, de soi-disant commandants, qui ne savent que conduire et qui ne savent pas quelle est les responsabilités, qui n'ont jamais suivi une quelconque formation. C'est déjà une recommandation à tous les usagers? Une recommandation à tous les usagers, c'est de leur demander, s'il vous plaît, chers usagers, essayez un peu de prendre soin de votre sécurité. Celui-là qui vous amène, lui n'est qu'à la recherche de l'argent. Mais vous, c'est votre vie, c'est votre économie. Rassurez-vous que la personne qui vous amène a des notions sur la navigation. Rassurez-vous que la personne qui vous amène a des notions sur le tonnage de son embarcation.
rassurez-vous que la personne qui vous amène a des notions sur sa déontologie. Ne vous faites pas conduire par un ivrogne qui, pour lui, la vie humaine ne représente rien. Ne vous faites pas conduire par quelqu'un qui n'a rien, qui ne sait que conduire. Ça ne suffit pas. Les lacs, c'est une route, mais c'est une route exagérément dangereuse. Alors, il faut que la personne qui vous conduise soit consciente de sa responsabilité, des vies qu'il est en train de conduire. Mais si vous vous laissez conduire comme ça, nous serons toujours en train de pleurer des vies humaines. Alors qu'il y avait moyen, chacun à son niveau, que ce soit l'armateur, que ce soit le capitaine que nous appelons le commandant, que ce soit l'usager, chacun devrait faire quelque chose pour éviter autant de catastrophes et sur nos fleuves et sur nos lacs, en respectant seulement les conditions de navigation, en respectant ce qui est prévu par la loi pour naviguer en toute sécurité. Merci. C'est moi qui vous remercie et j'en profite pour saluer toute la population du site Kivu, de Bukavu particulièrement, de Kabare chez moi, et aussi les remercier pour avoir voté massivement pour le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, aussi pour avoir voté massivement au niveau de Bukavu pour le président national de mon parti, l'honorable Vital Kamerhe. C'est moi qui vous remercie.